Bonjour à tous, je voulais remercier François de me refaire venir en Savoie. Je vous avoue qu'on s'est fait prêter une voiture pour la neige, parce qu'on n'avait pas de neige. Donc on est arrivé. Merci aussi à son épouse qui nous a reçus à midi, avec qui on a eu une vraie connexion. Voilà. Merci à toute l'équipe que je reconnais qui est là, parce que c'est quand même des bénévoles et ils prennent du temps et voilà. Donc je les remercie et je remercie aussi à cette association, comme je disais à plusieurs reprises, où ce sont des gens pleins d'amour et qui vous proposent des gens de confiance, parce qu'actuellement, ce qu'on disait aussi à midi, il y a un petit peu de tout et à boire et à manger. Il y a beaucoup de pimpins sur Internet, Insta, TikTok, il faut être moderne. Et voilà, moi je dis souvent, j'ai pas choisi d'être médium. Alors je dirais pas médium, je dirais standardiste de l'au-delà. Parce que le mot médium, il est impliqué à toutes les sauces. Moi, voyant, médium, machin. Moi, je suis Sonia André. Voilà. Et j'ai toujours dit, depuis que j'étais enfant, à ma mère que je voulais aider les gens. Comment, je ne savais pas, mais je savais que je voulais aider les gens. Voilà. Donc, avant de commencer, je voudrais aussi dédier cette conférence à ma maman qui est partie au mois de décembre. Ça sera le thème aussi d'une prochaine conférence, comment assumer en tant que médium la perte d'une maman, parce que j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus et je pense que j'ai beaucoup de choses à expliquer. J'ai compris beaucoup de choses par rapport à ce lien qui ne s'arrête pas, et puis des petites histoires qui m'arrivent, et je trouve que c'est pas mal de voir le parcours d'un médium face à un décès aussi, parce qu'on part toujours de vos décès à vous, mais pas des nôtres. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je suis un bélier ascendant lion, je bouge un peu de partout, je vous le dis. Voilà, j'aime la médiumité moderne. Je dis toujours, on n'est pas dans un enterrement. J'aime qu'il y ait de l'ambiance. J'aime vous voir rire, parce que comme j'ai découvert cette semaine sur un livre que je suis en train d'écrire, et un livre donc je lis également, la vie est un départ et la mort est un retour. J'étais tout à fait d'accord avec ça. En fait, quand on meurt, on retourne là où on était, en fait, d'où on arrive, quoi. Donc voilà. Donc cette conférence me tient énormément à cœur, puisque c'est une conférence qui est propre à moi. Je n'ai pas lu dans des bouquins plein de choses, c'est vraiment de mon expérience de standardiste de l'au-delà. Voilà, donc je m'appelle Sonia André, j'ai une vie normale, j'ai donc mon compagnon qui est là, je suis maman de 2 enfants et voilà. La spiritualité pour moi était égale à la simplicité. Je disais tout à l'heure à midi que je ne me promène pas dans la rue avec des plumes d'indienne à dire ouh, ça marche pas comme ça. Je suis tout à fait normale. Voilà. Depuis quelques années, donc je fais des consultations et je fais également des consultations à distance et des consultations sur WhatsApp. Merci les réseaux et merci le Covid, où on a pu apprendre à bosser à distance et les connexions marchent aussi très bien. Et je fais aussi des formations pour aider les gens à développer leurs facultés et comprendre leur hypersensibilité. Parce qu'au début, quand ça m'est arrivé, j'aurais aimé qu'on m'explique. Et quand je vois déjà mon fils de 12 ans qui me dit « Maman, je vois le grand-père qui est décédé, tu peux m'expliquer ?» Ok, pas de souci, je vais t'expliquer. Donc, je suis contente parce que je vois que dans la salle, il y a tout type de personnes. Je vois aussi des jeunes, très, très jeunes. Et moi, je dis « Yes !» On avance, on comprend, comme tu disais tout à l'heure, on enlève les vieilles croyances et on n'est plus des sorcières où on nous brûle sur la place comme au Moyen-Âge. Donc, c'est chouette, on peut en parler librement. Donc voilà, donc pendant longtemps, j'étais une ancienne clerc de notaire, j'étais responsable de compromis de vente, j'avais la médiumnité depuis mon enfance, j'ai toujours vu quand il y avait des décès qui allaient arriver dans ma famille, donc c'était hyper compliqué pour mon enfant, où je faisais des cauchemars la nuit aussi, où j'ai rêvé que j'étais une sorcière qui avait été brûlée, donc je revenais avec des anciennes vies que j'avais gérées. C'était un peu compliqué, et quand la médiumité est arrivée, il y a toujours des guides humains. Je me rappelle à l'époque, avec une dame qui était suisse et qui m'a appris la méditation pour calmer le mental. Et première méditation que j'ai fait, je suis partie dans le couloir de la mort, où j'ai vu ma grand-mère, mon oncle décédé et beaucoup d'autres choses, et je voulais plus revenir. Elle a mis un temps fou à me réveiller en me disant « Tu reviens ?» Ah non, 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 je reste là-bas, moi je suis trop bien, je ne vais pas revenir ici, quoi. Et au fur et à mesure, je n'acceptais pas quelque part de ressentir des choses, cette hypersensibilité. Pour vous dire, je vais faire un cours de Zumba, toujours pour essayer de maigrir, et je regarde la prof de Zumba, je dis, votre maman là à côté, elle est morte d'un cancer, elle veut vous parler. Oh, et la prof se met à hurler, elle me dit, vous êtes médium. Ah non, 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 je suis clerc de notaire, je suis pas médium. Donc si vous voulez, j'ai quand même eu un cheminement, j'avoue, pour pouvoir accepter, entre guillemets, cette hypersensibilité.
Alors ça, c'est mes débuts où j'explique comment ça arrive, comment ça se passe. Bélier, ascendant Lion, 7 heures debout. Le soir, je vais au sport. Méditation, c'est quoi la méditation? Je comprends pas. Et en fait, je commence petit à petit à apprendre à calmer mon mental qui me dit demain, tu as oublié le papier WC. Ah ben non, je ne veux plus penser au papier WC. Donc, vous voyez, je commence à apprendre à calmer mon mental, à faire de la méditation et ce qu'on appelle à nettoyer mon âme, puisqu'en fait, la méditation permet de nettoyer son âme. Et ce que je dis souvent à mes enfants quand il y a des problèmes dans la vie, parce que j'ai une vie terrestre, je m'enferme dans mon cabinet, je vais méditer, je fais ça y est, j'ai la solution, ça va mieux. Parce que j'ai dit à mes enfants, après chaque problème, il y a toujours une solution. OK. Là où j'étais d'accord avec François et j'ai adoré son message, on aurait dit un pasteur, en fait, c'était un truc de fou. Ne restez pas dans vos peurs, on en parle à midi, il y a beaucoup de peurs en ce moment. Moi, je dis à mes clients, restez plutôt dans vos envies, restez dans vos rêves, pensez plutôt à vos rêves plutôt qu'à ces peurs. Et comme disait aussi François, restez centré sur vous. C'est pas être égoïste, mais des fois, on a besoin de se centrer. OK. Alors, comme je vous disais, mon ancrage, c'est mes enfants. Quand mon fils me dit, j'ai faim, j'ai des devoirs, je veux dire que là, la standardiste de l'au-delà, elle est vite revenue sur Terre. Hein, il faut vite faire à manger. Hein. OK. Je vous explique tout ça pour vous montrer que j'ai une vie normale, en fait. Et c'est important d'aussi le dire. Alors, pour moi, le mot médium, pendant des années, j'ai voulu comprendre. Il y avait une ancienne génération de médiums qui disait, j'ai le don absolu. Je suis le super médium, là, voilà. Et moi, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai compris que le mot médium veut dire intermédiaire. En fait, on sert d'interface entre le monde de l'au-delà et la Terre et on vous donne des messages, en fait. C'est pour ça que je dis standardiste de l'au-delà. Je prends, hop, l'entends, tout simplement. Alors, quand j'ai commencé la médiumnité, alors j'ai toujours été passionnée par la mort et j'ai toujours été passionnée par le fait de les voir, de les entendre. Et souvent, ce que je disais, mais moi, c'est mes copains imaginaires, quoi. Le grand-père qui est décédé, la grand-mère qui est là. Mais tu vois, le grand-père, ouais, c'est mon copain, quoi, en fait. Et j'ai toujours eu cette image-là de la mort, où j'ai écrit une préface d'un livre, où je dis, pour moi, la mort, c'était vraiment, ma grand-mère me disait, c'est le paradis. Donc moi, j'avais l'image avec des nuages, où tout le monde faisait la fête, buvait des coups. J'ai toujours eu cette image qui était plutôt belle, en fait, de la mort. Et c'est vrai que je l'ai gardée. Donc pendant des années, je pense que ma médiumnité, c'est juste de balancer des messages. Je dis, bon, ok, il me demande de balancer. J'ai fait du standard aussi il y a longtemps. Ok, je balance. Donc, je comprends que le rôle du médium est de donner des messages et en même temps de changer la vision de la mort. Parce qu'on a tous peur de la mort. On commence à se poser des questions sur la mort quand on perd quelqu'un, sinon on n'y pense pas à la mort. Tant qu'on n'a pas perdu quelqu'un, on ne se pose pas de questions sur la mort, on ne sait même pas ce que c'est, etc. Donc, je commence à me poser des questions. Et grâce aux défunts et aux personnes que je reçois, cela m'a permis de comprendre que les messages des médiums permettaient de libérer les âmes des défunts et les âmes des vivants. Mon ami Michel, que j'adore, me dit souvent, tu es une libératrice d'âme. Je lui dis, oh, calme-toi, hein, moi je suis rien du tout, je ne suis pas libératrice de rien du tout, je ne comprends pas. Et au fur et à mesure, je me rends compte que les gens viennent me voir en consultation et qu'ils m'expliquent se sentir libérés de différents poids sans pour pouvoir mettre des mots. Alors moi, j'ai l'image d'un ascenseur, en fait, où nous, on est là, le défunt est là, on libère le vivant et on libère le défunt et tout le monde monte. Quand on parle de médiumité, on parle souvent d'un point culminant où en fait les deux vont se connecter et à partir de là, vous allez avoir des messages. J'ai plein de tableaux pour vous expliquer, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Je vais vous donner des exemples de consultation, parce que mon côté perfectionniste a besoin de vous donner des exemples pour que vous compreniez. C'est pas de l'ego, mais je trouve que c'est mieux quand on a des exemples. C'est comme à l'école, quand vous ne donnez pas d'exemple, vous ne comprenez pas, tout simplement. Donc, je reçois un jour une dame qui s'appelle Monique, qui a des gros problèmes de poids depuis des années. Et en fait, elle a perdu son papa. Alors, moi, c'est rigolo, je vous explique mes consultations. En général, les personnes arrivent, j'ai une grande baie vitrée, quand ils arrivent, il y a le défunt qui suit derrière. Alors, des fois, je les vois derrière. Ou alors, tout simplement, les personnes s'assoient, j'ai dit, vous voulez un petit café? Et je vais à la machine à café, et à la machine à café, j'entends, je suis la grand-mère, c'est mon petit-fils qui est là, il vient vous parler. Là, j'arrive, je dis, excusez-moi, votre grand-mère m'a suivi à la machine à café, et est en train de donner des messages. Vous voyez, c'est vraiment d'une âme d'enfant et d'une simplicité. Donc, je reçois Monique qui a perdu son père. Elle a perdu son père, elle avait à peu près 10 ans, elle a plus de souvenirs, elle ne comprend pas, elle n'est pas bien, etc. Et elle prend du poids, elle ne comprend pas.
Donc, on fait le message avec son papa, tout se passe bien. Et quelques temps après, elle m'appelle, elle me dit, j'ai perdu 10 kilos. Je dis, ah bon Elle me dit, depuis que j'ai parlé avec mon père, vous avez libéré un tas de choses en moi et j'ai perdu 10 kilos. Oh, j'ai dit, putain, ça pouvait marcher sur moi, génial quoi. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'imagé, mais c'est quelque chose qui existe. Alors, je vais vous montrer le deuxième diapo que j'adore. Alors, est-ce qu'on est là? Alors, j'adore cette phrase. Nelson Mandela, qui est magnifique, hein, disait « Le pardon libère l'âme, cela supprime la peur, c'est pourquoi c'est une arme si puissante. Oh, » ça a vibré en moi, quelque chose vraiment qui me parlait énormément. Donc, mon amie Michel me dit que je suis libératrice d'âme. Ok, merci, je fais quoi? Définition de l'âme. L'âme est un lien énergétique entre les corps physiques, éthériques, émotionnels, mental et l'esprit durant tout le long processus d'incarnation. Elle est le siège de la personnalité et y accumule toutes les informations dont celle-ci a besoin pour vivre son incarnation. L'âme a donc besoin de se libérer de certains traumatismes liés à la mort. Je m'explique. Un jour, je suis en consultation, je reçois une jeune fille d'une vingtaine d'années, un peu plus 30 ans. Elle arrive, elle s'assoit, elle me dit oui, j'en ai marre, je ne veux pas avoir d'enfant, je ne sais pas, on est allé voir les gynécos, l'ostéo, on a fait tous les tests, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Et là, je me rappelle, je m'assois, puisqu'on ne choisit pas qui c'est qui vient, je lui dis, il y a votre grand-mère maternelle qui vient vous voir. Et elle me dit, je me rappelle texto, je ne veux pas lui parler, j'en ai rien à foutre. J'ai dit, bah, écoutez, elle est là, si elle vient, c'est qu'elle a sûrement un message à vous donner, il doit y avoir sûrement quelque chose. Et en fait, la grand-mère maternelle, en deuxième génération, vient m'expliquer qu'elle a eu plusieurs fois des grossesses qui n'avaient pas de pilule. Elle est tombée enceinte et comme elle ne pouvait pas garder ses bébés, elle se faisait des avortements avec des aiguilles à tricoter, comme ça se faisait à l'époque. Malheureusement, dans nos lignées maternelles, il y en a énormément. Donc, on travaille là-dessus, on fait le message avec la grand-mère qui s'excuse, etc. On fait ce qu'on appelle un rituel pour faire monter les âmes des bébés qui on ne calculait pas à l'époque, hein, on s'en foutait, on avait fait un avortement, voilà, on se sauvait plus qu'autre chose, j'ai envie de dire. On travaille là-dessus, la jeune fille part, quelques mois après, elle est tombée enceinte. Bizarre, non? Ok? C'est arrivé bizarrement. Je vous donne un autre exemple. Je reçois une dame sur WhatsApp, elle prend rendez-vous avec moi, et dès qu'on commence la consultation, il y a un vieux monsieur qui vient me voir, je lui décris le monsieur, et je lui dis c'est qui? Elle se met à hurler, et elle me dit c'est le monsieur qui m'a violée quand j'avais 10 ans. Ok, je fais quoi de ça? Je parle avec le monsieur qui vous a violée, vous êtes prête ou on ne fait pas? Elle me dit je suis prête, on peut y aller. Donc on communique avec le monsieur qui avait violé cette jeune fille. Quelque temps après, elle m'envoie un message, elle m'a dit je suis libérée, je vais beaucoup mieux et je suis prête à refaire ma vie. Et je suis prête à aller de l'avant. On a libéré tout le monde. Le monsieur qui venait de me mener pardon et la jeune fille qui n'était pas libérée parce qu'elle n'avait pas compris aussi les traumatismes qu'il avait fait et pourquoi il était comme ça. Qui lui-même avait sûrement, à l'époque, vécu des attouchements sexuels, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, on a libéré tout le monde. Tac, 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 tac. Tout le monde monte et tout le monde est bien. Donc, c'est super important. On vous parle souvent aussi, dans beaucoup de livres, on vous dit, et moi je l'ai vécu là, on vous dit souvent que c'est l'âme qui choisit son retour. Donc, le retour, puisque la mort est un retour. Souvent, on a une culpabilité. Des fois, quand il arrive des décès, mon grand-père avait le cancer. Je devais aller le voir à l'hôpital. Je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je vais voir le médium en disant oui, il est mort, j'ai pas eu le temps de prendre le train, d'y aller. Il y a une culpabilité qui est hyper compliquée pour le jeune homme qui a perdu son grand-père. Et en fait, le grand-père me dit non, non, mais moi j'avais décidé de vivre seul. Mon âme avait choisi de s'incarner et de vivre seul ce retour dans le monde d'où on vient. Et là, on commence à parler, le jeune homme se met à pleurer et me dit merci, je me sens beaucoup mieux. Tout le long, il a gardé cette culpabilité. Mais on sait très bien que la culpabilité, ça fait des nœuds dans le corps et que ça peut aussi engendrer des maladies. Ok? Donc, on a travaillé sur la culpabilité. On vous parle souvent de la puissance du pardon. Alors, qui dit pardon ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire aussi libération de l'âme. La puissance du pardon, toute douleur occasionnée par une blessure de l'âme ne peut disparaître qu'en appliquant le pardon véritable. Les 5 blessures de l'âme sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice.
En général, il est plus difficile de pardonner aux personnes qui ont éveillé notre blessure de rejet car elle est trop souffrante. Souvent, quand on a des choses à pardonner, il y a un livre de Jacques Salomé que j'adore qui s'appelle La reconstruction de soi. J'adore ce bouquin. Et en fait, il dit que quand on a des blessures, c'est pas forcément l'autre qui nous envoie la blessure, c'est nous qu'on n'a pas réglé notre blessure. C'est pour ça qu'on vous dit que jusqu'à votre mort, vous allez continuer à travailler sur vous. Parce qu'alors des claques, des blessures à travailler, on en a énormément. Quand je reçois des clientes qui me disent « Oh, j'ai travaillé sur moi, c'est nickel », je leur dis « Non, vous vous trompez. C'est pas tant nickel que ça. Il y a encore des trucs à travailler. Ok, vous allez travailler jusqu'à votre mort. » Je vous donne un autre exemple. Une mère qui est décédée, pareil, les enfants n'ont pas eu le temps de lui dire au revoir, donc ils viennent me voir. Moi, j'aime bien aussi faire des fois des rendez-vous. J'appelle ça des réunions de famille. Alors, vous avez peut-être 3-4 enfants d'une même maman qui me disent, alors, les gens sont timides parce que ça a quand même un coût, une consultation. Et ils me disent, est-ce qu'on peut venir tous les trois pour une consultation? Je leur dis, vous voulez parler à la même personne? En général, c'est maman ou papa. Et je dis, ok, donc ils viennent à trois. Des fois, ça leur donne du courage de venir à trois parce qu'ils n'osent pas, ils ont super peur. Il ne faut pas oublier que des fois, d'aller voir un médium, c'est une bombe, hein, à retardement, qu'est-ce qu'il va me dire? Et en général, à trois, on fait des réunions de famille. Je pense aussi aux parents en deuil, où des fois, il y a la maman, le frère, ou voilà, ils veulent venir à plusieurs, et moi, j'accepte de, tous les médiums ne le font pas, mais j'accepte de faire ces réunions de famille où c'est plutôt pas mal, où personne n'est oublié et personne n'a un petit message, et ça permet d'avancer énormément. Donc, une maman qui décède, les enfants sont pas bien, ils viennent me voir. Alors, ce qui est marrant avec les défunts, c'est que quand vous prenez rendez-vous avec moi ou avec un autre médium, je dis toujours, c'est pas moi qui vous ai choisi. J'ai des gens qui me trouvent, je sais même pas comment ils me trouvent, en fait. Des fois, je rigole, je dis, vous avez trouvé comment? Ah ben, j'ai vu la carte de visite qui est tombée, etc. Je dis souvent que c'est le défunt qui vous choisit. Donc, l'âme du défunt vous choisit. Vous allez avoir des médiums qui vont être attirés par d'autres personnes, d'autres machins, etc. Ça dépend. Si le monsieur était très féminin, il n'aimait pas les femmes, il va peut-être aller voir un médium homme, entre guillemets, puisque vous savez que même quand l'âme retourne de là où elle vient, elle garde quand même ses traits de caractère. Moi, quand je communique avec eux, j'ai en général de quoi ils sont morts et j'ai en général le caractère de la personne. Et des fois, je dis des expressions. Ah ben ma mère, elle disait ça. Et je leur dis, ben ouais, mais c'est pas moi qui parle en fait. Donc c'est des expressions tout à fait qui sont dites. Donc, quand vous venez, en général, vous avez toujours un tas de questions où vous préparez. J'ai des clients qui arrivent avec des listes de questions, de choses qui se posent. Et en général, quand vous arrivez, je commence à dire, alors moi, je prends un papier, un stylo, j'écris et je vous dis en même temps ce que j'entends, mais j'écris parce qu'en fait, la canalisation est trop rapide. C'est blablabla, on va calmer, donc on va écrire. Puis des personnes partent avec un papier où j'écris super mal, mais ils sont contents. Ils m'appellent des fois pour le relire. Donc, en fait, les défunts, avant de venir, ils savent déjà les questions que vous allez poser. Donc, en général, quand vous venez me voir, je débite tout, et puis les gens me disent, je dis, vous avez des questions? Ah ben non, vous avez répondu à tout, parce qu'en fait, eux, ils savent déjà, puisqu'on communique avec eux par la pensée, vous le savez, par la vibration d'amour. Donc, quand vous venez, ben déjà, j'ai toutes les réponses aux questions, parce qu'ils sont venus me le dire. Et ça me fait toujours rire, c'est plutôt fabuleux. Il faut vraiment enlever le sentiment de culpabilité. Cette culpabilité, on nous pousse toujours, on est dans une société où on nous culpabilise tout le temps. Donc vraiment se reconnecter à soi, arrêter de culpabiliser. Vous savez, je vais vous dire, moi, ma mère est décédée, j'étais dans un avion. Au moment que j'atterris, j'enlève la ceinture, on m'appelle, on me dit elle est décédée. Heureusement, par mon métier, j'ai compris qu'on était tellement fusionnels qu'elle a préféré partir seule et que je ne sois pas là. Sinon, je m'aurais dit, mon Dieu, j'étais pas là, ça aurait été catastrophique pour moi et je n'aurais pas vécu mon deuil comme je le vis. Donc, arrêtez de culpabiliser. Je le redis, l'âme choisit de vivre seule. Il y a des cas aussi qui m'interpellent. Un jour, je reçois Carla, une jeune fille qui est mexicaine. Cette jeune fille est mexicaine et en fait, elle n'a jamais connu ses parents. Et il arrive plein de problématiques à 30 ans. C'est-à-dire qu'elle fait partie d'une famille où, comment vous expliquer, au niveau physiologie, sa famille, ils sont tous minces, squelettiques, etc., plutôt blonds, blancs de peau, etc. Elle est mexicaine, elle a des cheveux magnifiquement noirs, grande, elle est pulpeuse, belle poitrine, des belles fesses, et sa mère, depuis qu'elle est gamine, qui l'a adoptée, il veut lui faire des régimes, qu'elle ne rentre pas dans le moule. Elle a été adoptée. Au bout de quelques années, à 30 ans, elle fait que rêver d'une femme en blanc avec des cheveux noirs, qui est mexicaine, et elle ne comprend pas. Elle commence à être dans un éveil de spiritualité grandissant et à ne pas comprendre ce qui lui arrive. Et elle est complètement perdue. Et elle arrive, elle me dit, voilà, je vous explique.
il m'arrive ça, ça, je comprends pas. Et là, je commence à écrire. En fait, c'est sa maman mexicaine qui était décédée et qui venait lui parler la nuit. Il faut savoir que quand, même à l'époque, quand des enfants étaient mis dans des orphelinats ou étaient mis dans les services sociaux, c'est pas parce qu'ils n'ont pas connu leur enfant que quand ils décèdent, ils ne reviennent pas vous voir ou vous envoyer des messages. Vous savez, en méditation, c'est un petit peu la grande mode en ce moment, on vous parle d'ancrage. On vous dit souvent, il faut faire des racines aux pieds, il faut faire des racines aux jambes, il faut imaginer des racines pour le chakra racine, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même que votre ancrage, ce sont vos parents, votre père, votre mère. On le voit quand on perd une maman, à un moment donné, on a un manque de sécurité, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On dit souvent que la jambe gauche, c'est le cœur, ça va être la mère, et la jambe droite, ça va être le père. Moi, je fais aussi ce qu'on appelle des soins énergétiques. Quand les gens sont allongés, dès que je mets les mains sur les chevilles, je dis, oh, il y a un problème au père. Oui, j'ai un problème avec mon père. Vous avez du travail? Non, j'arrive pas. On sait très bien que le père, c'est le travail, c'est la reconnaissance au travail. Ce sont des gens qui font un travail, ils en font un autre, ils en font un autre, ils en font un autre. Ils trouvent jamais leur voie. En fait, toute leur vie, ils cherchent la reconnaissance du père. Ok. Je vous parle d'un autre exemple. Jean-Louis vient me voir, on en parle à midi, il a vu les plus grands chamans de la Terre, il est parti en Amazonie avec les Indiens, truc de fou, quoi. Tu dis, c'est génial, quoi. Il s'assoit, il me dit, voilà, je viens vous voir. Je lui dis, mais vous avez plus vu les plus grands chamans, les plus grands médiums de la Terre? Moi, timidement, avec un mec 59, je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour vous, quoi? Comment je vais vous aider? Et en fait, son père arrive, il veut parler avec lui. Son père ne s'est jamais occupé de lui. Il a une haine après son père, vous ne pouvez même pas imaginer. Alors là, vous attaquez la conscience, je dis, votre papa est là, je m'en bats les couilles. Je vous parle malheureusement, mais c'est comme ça. Et là, je fais, ouh, compliqué là. Je fais comment? J'y vais pas. Bon, vous voulez parler avec lui? Ok, super. Donc, on commence à parler avec le papa. Et là, le monsieur se met à pleurer. Alors, moi, j'adore les messieurs parce que c'est eux qui pleurent en premier. Et c'est ceux qui pleurent le plus. Je suis toujours là avec mes Kleenex et je dis toujours à mon conjoint, je fais pleurer les hommes, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et du coup, je lui donne les Kleenex. En général, j'ai toujours mes boîtes de Kleenex. Et il parle avec son papa. Et du coup, il va beaucoup mieux. Quelles sont les choses qui se passent après? Le monsieur a un fils. Il a des problèmes avec son fils. Normal, il avait des problèmes avec son père. Il parle avec son papa, il fait la paix avec son père et avec son fils, ça va beaucoup mieux. C'est bizarre, on est encore dans un ascenseur là. On a libéré encore tout le monde. C'est impressionnant. Ok? Donc vraiment, votre ancrage, je suis désolée, c'est votre papa et votre maman aussi. Ok? On le voit aussi quand il y a des gens pendant la guerre, quand il y a eu la guerre d'Algérie, etc., où ils ont été obligés de venir en France. Et des fois, il y a des problèmes d'ancrage à ce moment-là parce qu'on les a enlevés de leur terre et ça a été hyper compliqué pour eux. Et on se rend compte, en parlant des fois avec eux, que quelques années après, ils sont obligés d'y retourner pour comprendre leur histoire. Ok? Autre question, quand j'ai des personnes qui ont été adoptées, souvent il y a la maman la maman, le lien du sang, et il y a la maman qui l'a adoptée. Et des fois, j'ai les deux qui viennent me parler. Alors, voilà. Ah, mais je l'ai pas connue, ma maman. Ah, ben, c'est dommage. Ah, ben, elle est là, elle vient vous parler. Et je vais vous dire un truc, que moi, je le vis actuellement avec ma mère. Un parent ne laissera jamais son enfant dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il y a un lien, on parle de vibration du cœur. Ce qui est chouette dans l'au-delà, c'est que le lien d'amour ne se coupe jamais. Ok? Donc, comme ce lien ne se coupe pas, par exemple, s'il y a un père qui a fait des bêtises, qui ne s'est pas occupé de vous, admettons qu'il courait les femmes, n'importe quoi, il va revenir s'excuser, il va vous expliquer ça. Et comme à l'époque, il n'y avait peut-être pas de psy ou de thérapeute, il avait des choses à régler, lui, qu'il n'a pas réglé. Donc, réglez tout pour vos petits-enfants et enfants. Merci. On va éviter d'avoir des casseroles à porter. OK? Donc, le médium, il est là. Moi, je dis souvent, j'aime la médiumité-thérapie. C'est-à-dire, j'ai toujours été passionnée d'histoire. Même maintenant, quand je vais visiter des châteaux, je mets mes mains contre le mur, je ferme les yeux, je dis, oh, je vois les chevaliers, les princesses et tout, je m'éclate. Les sorcières qui ont été brûlées, bon, c'est un truc de fou. Mais votre histoire à vous de famille est super intéressante parce que au plus vous allez travailler sur ça, au plus vous allez vous connaître vous et vous allez comprendre. Je pense à des schémas répétitifs. Ça arrive souvent chez les femmes. J'arrive pas à rencontrer l'homme de ma vie. Je suis tout le temps seule.
Ok. Vous avez travaillé sur l'image du couple, vous avez travaillé sur vos grands-mères. Vos grands-mères, elles sont toutes veuves. Ils sont tous morts à 20 ans, les hommes à la guerre. Et vous n'arrivez pas à rencontrer un homme. Il n'y a pas de place de l'homme. Donc il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir remettre de l'ordre, tout simplement. Ok. Je travaille beaucoup avec des psychologues et des psychanalystes. On ne peut pas tout faire en étant aussi médium. Donc j'aime bien les partenariats comme ça, où en fait j'ai des psychanalystes qui m'envoient des personnes pour travailler sur les familles. Alors moi j'adore, je repars dans les années 40, j'ai les flashs et tout, je m'éclate. Je travaille avec eux, ils me donnent des infos et à partir de là, on va chercher les secrets de famille, puisque vous savez que dans la famille, il peut y avoir des secrets de famille qui créent des malédictions ou des bénédictions. Je pense aussi, par exemple, quand il y a des enfants cachés qu'on n'a jamais connus. La dame qui vous dit, j'ai toujours l'impression d'avoir eu un frère, mais je ne l'ai pas connu. Et puis quelques années après, elle rencontre son frère. Et elle se dit, ah, mais c'est bizarre, j'ai toujours eu l'impression que. OK. Donc, c'est important d'aller faire ce travail-là. Actuellement, vous avez aussi beaucoup de constellations familiales. Est-ce que vous savez ce que c'est que les constellations familiales et comment ça marche? J'adore. Non. Ouais. Qui connaît les constellations familiales? Ok. Alors, quelqu'un veut expliquer ou j'explique? Ok, vous préférez que j'explique? Merci. Sympa. Alors, les constellations familiales, comment ça marche? Alors, moi, j'en ai fait, j'ai accompagné des psychanalystes en constellation familiale, mais j'avoue qu'en tant que médium, j'en fais pas beaucoup parce que je prends toutes les émotions des gens. Je me suis retrouvée à faire une grand-mère mexicaine morte et j'ai eu les mêmes douleurs qu'elle. Au bout d'un moment, j'ai dit, non, non, on va arrêter parce que je pompais tout, en fait. Dans les constellations, on voit tout. En général, les constellations familiales, vous êtes une dizaine, quinzaine, vous vous mettez en cercle et en fait, chacun, par exemple, moi, je vais te choisir pour faire ma fille, je vais vous choisir pour faire ma mère, je vais choisir pour faire ma tante. Et en fait, vous choisissez des gens qui vont représenter des membres de votre famille et on va travailler cette problématique. C'est super intéressant. Et souvent, au début, quand on commence, on se dit, mais elle n'a pas connu ma mère, elle va faire comment pour avoir. Et en fait, c'est magique parce que les gens, c'est là que vous voyez qu'on est tous hypersensibles, que les gens arrivent à se mettre dans la position de la mère et en même temps à travailler là-dessus. C'est comme une pièce de théâtre en grand, sauf qu'il y a un moyen thérapeutique. Par contre, il faut que ça soit fait par vraiment des gens qui s'y connaissent. Parce qu'actuellement, moi, je vois plein de gens dans mon métier qui en font, mais il peut y avoir des dérives. Par exemple, quelqu'un qui a vécu une situation très forte, la personne qui le joue peut complètement décompenser. Et là, il faut être un bon psy pour faire soit du MDR ou faire des choses pour la faire remettre normale. Donc, si vous en faites, faites-le avec des gens qui sont professionnels, qui ont les bagages pour vous faire revenir, entre guillemets. Mais c'est super intéressant. OK? Depuis quelque temps, je m'intéresse évidemment à la psychogénéalogie. La psychogénéalogie est donc une approche transgénérationnelle. Elle est basée sur différents concepts de psychanalystes, donc celui d'inconscient collectif développé par Carl Gustav Jung, vous connaissez, j'espère, je vous le souhaite, ainsi que celui de fantôme ou encore de loyauté familiale invisible. À travers une analyse approfondie de chacun des membres de sa famille et sur plusieurs générations, la psychogénéalogie va permettre à son client d'établir des résonances et des liens entre son vécu et son passé ancestral, de répéter ce qui a pu se transmettre d'une génération à l'autre et de s'en libérer. Je m'explique. Mon patron, il était notaire. Il s'appelle Marc. Il a un enfant, il appelle Marc. L'enfant, notre enfant, il appelle Marc. L'autre enfant, il appelle Pierre. Et Pierre, il n'est pas notaire, il est maçon. Bizarre. Ok. Donc, on donne, voilà. Donc, ils ne sont pas trop contents. Mais le Pierre maçon, il s'éclate. Ok. Donc, voilà. On parle aussi de bénédiction ou de malédiction. Bénédiction, c'est ce qu'on va donner de bien. Et malédiction, c'est souvent des choses cachées qu'on va donner de pas bien. Je m'explique. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait des mariages arrangés. Donc la femme qui a eu un grand amour ou elle n'a pas pris la pilule avec son super meilleur ami, elle est tombée enceinte, elle se marie et elle est obligée de se marier. Il y a un enfant caché, quelques années après, on peut avoir des pertes d'enfants. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui meurent entre 19 et 20 ans. Alors, soit d'accident, soit de suicide. Souvent, quand il y a des suicides, il peut y avoir plusieurs générations de suicides dans la famille et c'est bien d'aller remonter et de comprendre. Ou il peut y avoir des accidents. Pourquoi? Parce que le grand-père, dans les années 40, il était allé à la guerre, à 20 ans, il est mort.
Ok, et comme par hasard, de plusieurs générations, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui meurent jeunes à 20 ans. Ok, la connerie qu'on fait, mon grand-père s'appelait Jean-Baptiste, il était asthmatique. Ouais, j'adore le prénom Baptiste, je vais appeler mon fils Baptiste. Il naît, il me fait quoi? Des problèmes asthmatiques. Merci So de l'avoir appelé Baptiste. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on va transmettre malheureusement. Et le dernier, j'ai fait le pompon, je lui ai donné, comme je m'appelle Sonia André, je lui ai donné André comme prénom, en deuxième. Donc, il porte mes casseroles et les casseroles de son père. Il est bien chargé, le gosse. Hein. Merci, c'est super. Donc, quand vous apprenez en numérologie de connaître un prénom pour savoir ce qu'on appelle les chiffres de communication et tout, c'est pas pour rien. Franchement, dans les pays asiatiques, avant de donner un prénom ou avant de monter une société, on va souvent faire de la numérologie pour connaître les lettres et savoir ce qui peut être adapté. Ok? Ça va, vous suivez? Je parle pas trop? Ok, c'est bon. Alors, le transgénérationnel, se libérer de nos héritages généalogiques. L'héritage transgénérationnel est l'ensemble des mémoires qui nous ont été transmis par notre arbre généalogique et que nous portons consciemment ou non. Ce que je vous disais, il y a des choses qu'on porte mais qu'on ne sait pas forcément quoi. La théorie psychogénéalogiste permet de se libérer et de libérer ses ancêtres afin de lever les blocages auxquels nous faisons face. Des fois, vous avez des situations qui se répètent et vous vous dites je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Petite histoire, ma grand-mère paternelle quitte mon grand-père qui s'appelle Henri André. Il a un problème d'alcoolisme, évidemment, à l'époque. Il perd tout, il a une liquidation de biens, il perd tout. Quelques années après, ma grand-mère elle le quitte, elle part avec un copain à lui qui est d'origine tunisienne, que pour moi est mon grand-père. Et tout le temps, je rêve de mon grand-père Henri qui me dit « Ton grand-père, c'est moi !» Ok, je vais voir ma tante, je dis « Pourquoi Pépé Henri, que j'ai quasiment pas connu, il vient me dire que mon grand-père, c'est lui et qu'il veut reprendre sa place. » Et là, ma tante me dit « Eh ben, il n'est pas très content. » Et pourquoi il n'est pas content, Henri? Parce qu'en fait, ma grand-mère est décédée, ils ont mis tout le monde dans la même tombe. Ma grand-mère, Henri est le nouveau compagnon. Et le grand-père, il n'est pas content. Donc, il vient me voir. Et moi, j'ai dit, bon, il est sympa, Henri, mais voilà. Et il me dit toujours, c'est moi ton grand-père. Donc, j'ai fini par demander à ma tante une photo de mon grand-père Henri où je l'ai mis dans le salon avec l'autre grand-père pour dire, ne te vexe pas, je sais que c'est là. Mais il avait besoin de reprendre sa place. OK quelque chose de très important par rapport à ça. Mon père n'a jamais accepté que ma grand-mère quitte donc son père Henri pour partir avec un autre monsieur d'une autre origine. Donc à l'époque dans un village vers Avignon, vous imaginez le buzz, bon voilà l'horreur. Et il n'a jamais reparlé à sa mère depuis des années. Quand elle est morte, il ne lui parlait plus. Moi, ma grand-mère, depuis qu'elle est petite, elle s'appelait Yvette Larose, elle me suit partout. Mon père vient il y a quelque temps me dire est-ce qu'on peut aller sur la tombe voir ma mère parce qu'il a une culpabilité de fou, une image des femmes, horreur. Et je lui dis ok, donc on va sur la tombe de ma grand-mère, on discute et en rentrant, je dis je vais te faire un soin. Ouais, j'y crois pas, des trucs, ok. On fait le soin, je l'aide en visualisation à voir ma grand-mère, il se met à pleurer, il dit à ma grand-mère qu'il s'excuse de ce qu'il a fait. Je lui fais le soin, il dort sur ma table pendant 1h30. Et quelques temps après, il se réveille, il me dit « Tu me refais quand le soin ?» Non, mais là, c'est bon, on va arrêter. Donc, à partir de là, maintenant, mon père, dès qu'il va dans des églises, il brûle des bougies pour sa maman. Donc, la paix est rétablie. OK? Donc, je vous parle de ce vécu parce que je l'ai vécu à mon niveau, à moi, familial, et je trouve que c'est chouette de pouvoir vous en parler. Comprendre la souffrance de nos ancêtres. Je m'explique. Une femme, j'ai eu le cas l'autre fois avec un monsieur, une mère qui n'a pas pu épouser l'amour de sa vie. Elle était folle amoureuse d'un homme. Le père, il a dit non, tu épouseras lui et c'est comme ça. Toute sa vie, elle était en souffrance puisqu'elle a quitté l'homme de sa vie qu'elle aimait. Quelques années plus tard, elle meurt de quoi? D'un cancer des poumons. Parce qu'on sait que les poumons, c'est le cœur et la tristesse. Le arrière-petit-fils vient me voir en me disant « Je comprends pas, je commence à avoir des problèmes aux poumons, mais on comprend pas, les docteurs comprennent pas, on ne sait pas d'où ça vient. » On commence à parler avec la grand-mère et à remettre tout en place, on explique son parcours et on remet de la lumière, un lien d'amour. Quelques temps après, il me dit « Oh, je vais beaucoup mieux. Hein, c'est bizarre. » Ok. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on a réglées. Donc, vous voyez bien que les défunts ont aussi besoin de nous, quoi. Si on les aide pas, voilà. Il y a une petite rectification que je voulais faire.
parce que il y a une mode là qui se passe et ça me perturbe au niveau de mes clients. Je pique des coups de gueule des fois, j'avoue. Où en fait, en ce moment, il y a une mode. Alors, vous avez des profs de yoga, vous avez des profs de je ne sais pas quoi, qui, en ce moment, la peur, c'est téléphonez-moi ou envoyez-moi de l'argent, je vais vous dire que c'est votre défunt, il est monté dans la lumière. C'est la grande mode actuellement. Où les gens, mes clients m'appellent en me disant, mais j'ai perdu ma grand-mère, j'ai vu un tel qui me dit qu'il n'est pas monté dans la lumière. J'ai posé la question à mes guides, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les guides, et les guides m'ont dit, quand vous arrivez sur Terre, il vous faut un temps pour marcher, il vous faut un temps pour parler, il vous faut un temps pour évoluer. Il n'y a pas de défunts dans le sombre, il y a des défunts qui montent des paliers. On parle de paliers. Donc, si quelqu'un vient vous voir en vous disant le grand-père, il n'est pas monté, il est dans le sombre, non, il a des paliers à monter. Peut-être que vous pouvez l'aider en déprogrammant des choses, en faisant monter les paliers. Mais arrêtons d'être au Moyen-Âge ou de regarder l'exorciste en disant qu'il va vous taper contre un mur. Il faut arrêter ces mauvaises croyances. OK? Donc, il y a vraiment des paliers. Au début, vous arrivez sur Terre, vous apprenez à parler, vous apprenez à marcher, vous apprenez à l'école, vous apprenez beaucoup de choses. Quand on est dans le delà, ils vous disent toujours qu'ils continuent à apprendre et qu'il y a des paliers à monter. Donc, arrêtez avec ces peurs. Autre peur actuellement, on m'a dit que j'avais plein d'entités sur moi. Ils sont avec nous tout le temps. Quand vous venez en consultation, ils vous suivent, ils partent avec vous, ils ne restent pas chez moi. Je n'ai pas 50 défunts qui font la fiesta. Quand moi, on me dit, mais j'ai plein d'entités sur moi, je leur dis, bah alors moi, je dois en avoir, je ne sais pas combien, quoi. Ils doivent tous rester avec moi, quoi. Donc voilà, ils partent avec vous. Ils ne vont pas rester avec moi. Ils s'en foutent de moi, quoi. J'envoie le message et puis basta. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Il y a plusieurs types de mémoire familiale. Regarder notre souffrance en face, c'est aussi savoir qu'elle n'est pas uniquement la nôtre. En prenant soin de cette souffrance, nous prenons soin en même temps de celle de nos ancêtres, guérissant plusieurs générations, parfois très lointaines. Il existe différents types de mémoire générationnelle. Les mémoires intergénérationnelles entre générations se connaissant, donc vous savez, et les mémoires transgénérationnelles sur plusieurs générations d'une tâche qu'on appelle inachevée. Je m'explique. Le grand-père achète une maison, il la donne au petit-fils. Le petit-fils, il n'a pas fini la maison. L'arrière-petit-fils fait la maison et tout le temps, le grand-père vient parce qu'en fait, il voulait finir sa maison. Donc, quand la maison elle va être finie, ben, tout le monde va être libéré parce qu'elle a enfin fini la maison. Mais vous voyez, il y a ce qu'on appelle des choses inachevées. Par exemple, des fois, ça arrive, vous n'avez pas connu le grand-père qui était hyper bricoleur, il était en train d'inventer un truc, il n'a pas pu le finir. Puis vous réveillez un matin en disant, mais j'ai pas connu mon grand-père, mais j'ai l'impression de le connaître. Oh, et je sais pas pourquoi il me file des protocoles pour faire une machine, mais je comprends pas. Un truc qui n'est pas inachevé. Un truc aussi qui se passe, je reçois une dame qui s'appelle Isabelle. Elle s'appelle Isabelle Marie. Ok. Je lui dis, j'ai votre grand-mère maternelle. Ah, mais je ne l'ai pas connue, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de la connaître, etc. Ok. La grand-mère, elle s'appelle comment? Marie. Et vous, vous appelez comment? Isabelle. Vous n'avez pas Marie? Ah si, c'est mon deuxième prénom. Comme par hasard. Ok. Donc voilà, c'est vraiment du vécu, ce que je vous dis, de ce que je vois en consultation. C'est important. Il y a aussi ce que je vous disais dans les secrets de famille. Même si les mots sont cachés, l'énergie du secret est vive. Ainsi, sa mémoire et sa charge émotionnelle se transmettent de génération en génération. Je pense aux incestes ou aux viols. Vous savez très bien que dans les familles, le lien ne se coupe pas tant que la grand-mère n'a pas dit qu'elle avait été violée. Donc, on n'en parle pas. La grand-mère, elle est violée. Elle a une fille qui vit aussi des choses. Puis un jour, la fille se met à pleurer en disant, j'ai vécu ça. Ah, mais moi aussi, je l'ai vécu. On va libérer, on va en parler et on va enrayer un petit peu tout ça. OK? Mais, comme me dit mon amie Myriam Facio, on vibre ce qu'on a, on vibre l'énergie qu'on a. Donc, si la grand-mère, elle n'a jamais transmis le truc, mais qu'elle l'a donné énergétiquement à sa fille, c'est un peu embêtant. Donc, pas de secret de famille, s'il vous plaît. Parlez à vos enfants et vos petits-enfants. OK? Les ancêtres mal morts, par exemple, des enfants décédés in utéreux ou à un très jeune âge, des morts brutales et accidentelles, des personnes parties de maladies figurantes, des femmes mortes en couche, des personnes rejetées puis décédées en dehors de la famille et dont le nom a été oublié. Souvent, ils reviennent.
Par exemple, une dame qui a perdu des bébés, on n'a pas donné de prénom, on n'a pas fait de rituel de libération. Et puis, il y a la fille qui naît qui dit, mais j'ai l'impression d'avoir un frère depuis des années, on n'en a jamais parlé. Et la mère lui dit, ah ben oui, ben avant toi, j'ai eu un garçon. Okay. Il s'appelait comment? Non. On va donner un prénom, on va faire ce qu'on appelle un rituel de libération et on va libérer ce petit garçon. Et on va aussi aider la jeune fille qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. On parle aussi des loyautés familiales ou syndrome d'anniversaire. Des décès répétés à des dates précises, des maladies similaires sur tous les membres masculins, des décès ou accidents qui surviennent au même âge. Je vous disais les papis qui sont morts à la guerre à 20 ans. Malheureusement, ça continue. Je pense aussi où mon grand-père est décédé le 14 juillet 1946. Ah ben, mon fils, il est né le 14 juillet. Ah, c'est bizarre. Ok, il y a toujours des choses aussi d'anniversaire qu'on se rend compte qui existent énormément dans les familles. Je pense aussi au schéma répétitif. On retrouve souvent des similitudes dans les relations parents-enfants. Par exemple, une lignée dûment touchée par un conflit père-fils pourra donner naissance à toute une série de liens père-fils conflictuels, voire totalement absents du tableau. Le grand-père qui tapait son fils avec qui il n'était pas sympa, le fils, il a un autre fils, bon, il ne va pas le taper parce qu'on est en 2025, mais il ne va pas être très sympa avec lui, il va le rabaisser. Ok? Donc, il est vraiment important de vous libérer de vos ancêtres, de les connaître. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais c'est sympa, mais on fait quoi avec ça, quoi? Ok? Alors, il y a différentes techniques. Déjà, en allant voir un médium, vous allez pouvoir connaître, entre guillemets, alors j'essaie de me mettre, non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Quand vous allez voir un médium, ce qu'on a en entier là, vous avez un peu d'ordi, mince. Alors, on va y arriver. Moi, j'ai trouvé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enregistré. Non plus. Bon, je vais vous les laisser comme ça, désolé. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle des prières de libération. Alors, quand je parle de prière, je ne parle pas de religion, on est d'accord? Je parle de foi spirituelle. On dit tout le temps que la meilleure protection ou la meilleure libération, ce sont la prière. Souvent, je reçois des appels téléphoniques de gens qui me disent « j'ai jamais fait de prière, je ne sais pas comment prier, je n'ai pas du tout été élevé là-dedans, comment ça marche ?» Je leur dis souvent que la prière, c'est juste une ouverture du cœur. Quand le cœur est ouvert et que vous êtes bien aligné, comme me disent les guides, entre vos pensées, vos actes et vos paroles, vous êtes en alignement. Ok? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je vais aider le grand-père à changer de palier. Ah non, mais j'y crois pas, quoi. Ça va pas marcher. Bien d'accord, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Donc voilà, le problème qu'on a actuellement, c'est d'être aligné entre nos paroles, nos pensées et nos actes. Donc, tout est aligné, l'univers, il comprend. Ah là, elle est claire dans ses baskets. Ok? Donc, on va faire ce qu'on appelle des prières de libération karmique. Donc, moi, je dis toujours aux personnes qui viennent me voir en consultation, on fait 50-50 du travail. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner des infos, mais après, déjà, le mental va comprendre les infos que je vous donne. Déjà, en vous donnant des infos, vous allez vous libérer parce que vous allez comprendre. Vous le voyez bien, quand il y a des situations qu'on ne comprend pas, on tourne, on vide, on rumine, moi, je n'ai pas compris, etc. Le fait d'aller voir un médium, ça va vous permettre de comprendre votre histoire et de pouvoir vous libérer, parce que vous allez comprendre des choses. OK? Et ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi la clairvoyance. Donc, des fois, j'ai des scènes des années 40 où je vois des trucs. Je dis, ah, mais je vois la grand-mère, elle était comme ça, elle nous montre ça. Mais j'ai vraiment le film dans ma tête, entre guillemets. Des fois, je me dis, oh, la place de calmer. Mais il peut y avoir des films comme ça, ce qu'on appelle, on peut dire aussi des flashs. Donc, vous avez des prières qui existent. Donc là, je vous en ai mis une qui est là. Des fois, j'ai des personnes qui me disent, mais j'ai pas connu mon grand-père et je sais pas comment il s'appelait, sur 3 générations, etc. Quand on fait de la libération d'âme en tant que médium, en général, on fait un tableau. On marque lignée paternelle et lignée maternelle. Et à partir de là, on va travailler sur les différentes lignées. On va se mettre en connexion. On va dire, ah, la première grand-mère, on me dit ça. La deuxième, on va me dire ça, etc. On n'a pas forcément besoin des prénoms. OK? Voilà. Tout à l'heure, une dame est venue me voir pour des photos en me disant, il y aura 2 personnes sur la photo
qui sont décédés qui choisit. C'est pas moi qui vais choisir, c'est la personne qui va arriver. On peut faire aussi des connexions. Ça m'est arrivé avec un prénom, un nom sur un bout de papier. Je le fais souvent quand des personnes n'ont pas mes photos. Je leur dis, ben, mettez un papier. J'ai déjà fait aussi des connexions avec un bijou de famille. Je pense à l'alliance, par exemple, du grand-père qu'on porte, qu'on ne nettoie pas énergétiquement et comme par hasard, on commence à avoir des symptômes du grand-père. Ben, on ne l'a pas nettoyé. Donc, j'ai même eu un monsieur un jour qui avait ramené il était passionné par la guerre de 14-18, il est arrivé avec des casques avec des casques d'Allemands dans mon bureau, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'adore, je fais des expériences aussi. Donc, je prends le casque, je mets mes mains dessus et je me connecte à la guerre et je lui dis tout ce que j'ai vu, etc. Bon, c'était pas terrible, mais voilà. Mais lui, il était passionné. Et on a travaillé sur ça par rapport au grand-père. OK? Donc, vous pouvez travailler, par exemple, cette prière de libération où elle dit « J'invoque ici et maintenant tous mes ancêtres de la lignée paternelle. J'invoque ici maintenant tous mes ancêtres de la lignée maternelle. » Et à partir de là, on va faire ce petit rituel. Alors, ça ne va pas se régler à la première fois que vous allez le faire. Il va peut-être falloir la faire plusieurs fois. Vous savez qu'en thérapie ou en beaucoup de choses, on parle de période d'ancrage de 21 jours. Souvent, on nous dit qu'une information rentre en ligne de compte, tout ce que vous mettez en place, il faut compter 21 jours. OK? Donc là, c'est la même chose. Mais à partir de là, quand vous avez le problème décelé et que vous commencez à pouvoir travailler là-dessus, vous avez gagné beaucoup de choses et vous avez compris ce qu'il en était. OK? Donc, des prières comme ça, moi j'en ai, mais vous pouvez en trouver sur plein de choses. Au niveau, merci, c'est gentil. Au niveau psychologie, psychanalyste aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, par exemple, de ce qu'on appelle le bonhomme allumette? Vous connaissez Luc Baudin, le bonhomme allumette, c'est fabuleux. On peut aussi travailler plus simplement avec un bonhomme allumette où on va en fait prendre une feuille de papier, on va faire un premier bonhomme, un deuxième bonhomme, différents chakras. Et après, par exemple, le papy qui a eu par exemple un problème au poumon, on va se faire lui, et le papy, on va couper pour couper les liens toxiques. Le bonhomme allumette, je le répète, coupe les liens négatifs, il ne coupe jamais les liens d'amour. Le seul lien qui ne se coupe jamais, c'est le lien d'amour. Sachez-le. OK? Donc voilà, vous avez différentes choses. Mais tout ça pour vous dire simplement que qu'est-ce qu'on a d'aide de l'au-delà? On a plus d'aide de l'invisible que du vivant. Je suis désolée de vous parler comme ça. Mais quand on arrive à comprendre ça, à avoir cette foi, de pouvoir communiquer et de pouvoir leur demander de l'aide, on est capable de déprogrammer beaucoup de choses. OK? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous dites qu'elle est complètement illuminée? C'est n'importe quoi? Vous pouvez y aller franchement. Oui. Bonjour. Oui. Alors moi, j'ai deux propositions. Oui. Oui. Alors je reprends la question. La jeune dame là-bas, très solaire, disait qu'en fait, elle posait une question sur la réincarnation. C'est-à-dire que le papa, par exemple, est décédé il y a 38 ans. Est-ce qu'on peut savoir s'il va se réincarner ou pas, en fait, c'est ça? Alors, moi, là-dessus, je me suis posé beaucoup de fois la question. Je ne sais pas si vous avez tous vu le film Nos Solar de Chico Xavier, qui est fantastique. Ils ont fait le deux, là, avec les guides, mais bon, j'ai adoré le premier. Dans le film Nos Solar, ils disent souvent qu'ils s'attendent mutuellement. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas allé retourner, le père va vous attendre. OK. Moi, j'ai une vision où ils nous attendent, pour moi, la plupart du temps, ils nous attendent souvent, parce qu'il y a un lien qui est là, il y a souvent des choses à régler, ou ils vont avoir besoin de vous pour régler des choses. Mais j'ai toujours cette image, je ne sais pas comment vous expliquer, alors c'est très simpliste, où j'ai toujours l'impression comme une cellule, et qu'il y a une partie de l'âme qui est toujours là. C'est très simpliste, hein, c'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas lu dans les livres, c'est l'info que j'ai lue. Et en fait, cette partie-là, elle est toujours là, et elle sera toujours connectée. Parce que comment on explique que j'arrive à discuter avec le grand-père des années 40? C'est de fou, le mec il ne s'est pas réincarné. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a toujours un noyau de notre âme qui reste.
C'est ma version à moi. C'est peut-être pas scientifique, mais c'est médiumnique. Ok, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens parmi vous. Ah, allez-y. Il y a toujours du monde. C'est-à-dire ce qu'on disait à midi à table, c'est que dès qu'il... En fait, si vous voulez, je suis une antenne portative. Vous savez, les télétubbies. Hein? Donc, les télétubbies, c'est-à-dire que je suis une antenne lumineuse. Et en fait, ils se disent, ouais, elle est là, on arrive tous, on va communiquer avec elle. Donc, quand vous fermez les yeux, que vous arrivez un petit peu à vous connecter, on a toujours cette image où vous avez la porte là, et il y en a, je ne sais pas combien derrière, qui sont en file indienne. Et ça, on s'en rend compte quand on fait du contact des flammes tous les jours. Des fois, les gens me disent, oh, je ne sais pas avec qui je veux communiquer. Vous avez la grand-mère, puis d'un coup, je fais, attention, il y a le grand-père qui arrive. Attention, il y a l'oncle qui arrive. Ils arrivent tous. C'est-à-dire que c'est eux qui vont venir donner le message qu'ils ont décidé. Voilà. Je suis un télétubbies et ils voient ma lumière et du coup, ils viennent se connecter. Normalement, ils doivent venir. Si j'ai un bug, je vous le dirai, mais normalement, c'est comme ça que ça se passe. OK? Voilà. Autre question? Bonjour. Alors, oui, moi, je dis pas entité et âme. Pour moi, c'est que des âmes. J'ai toujours eu cette vision de l'humain qui me crée des fois des trahisons dans la tête. Je dis toujours qu'il y a des humains en souffrance, des âmes en souffrance, et qu'il n'y a pas de méchanceté. Je pense, comme dans l'au-delà, qu'il y a des âmes en souffrance, comme l'humain. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, depuis enfant, j'ai jamais écouté les gens, ce qu'on pouvait dire, les ragots, ça m'intéressait pas. J'ai toujours regardé l'âme des gens à travers leurs yeux. Et je pense que quand une âme n'arrive pas à monter, c'est qu'elle est en souffrance. Et je pense que le rôle du médium, c'est de libérer la souffrance de l'âme. C'est pas la même vision. Parce que le truc d'entité où on fait peur, où moi j'ai des gens qui m'appellent en pleurant en me disant ouais, il est belle. Hein, vous imaginez la culpabilité, je l'empêche de monter. Ouais, alors on se calme. Donc pour moi, ce sont des âmes en souffrance qu'on va amener et faire monter. Je l'ai beaucoup perçu quand j'ai commencé à m'installer, je ne veux pas dire m'installer parce que c'est une mission, on m'a appelé pour faire des nettoyages de lieux. J'avais jamais fait de nettoyage de lieux, j'avais super peur, j'avais l'image, des trucs et tout. Je me chiais dessus, franchement, je parle mal, mais c'était vraiment le truc à ce niveau-là. Je vous dis vraiment les choses en simplicité parce qu'il faut que ça soit simple en fait. Et je me rappelle être allée dans une maison d'un monsieur où en plus c'était la petite fille éloignée de Spielberg. Donc déjà j'arrive devant la maison, on aurait dit la maison hantée. Je dis, voilà. Donc je rentre et en fait elle m'explique que son père est décédé et qu'en fait dans la chambre toutes les nuits, le matin elle fait le lit où son père dormait et le matin elle rentre, le lit est défait. Et comme par hasard, comme les chats sont médiums, le chat vomissait tous les jours depuis le départ du papa. Et elle me dit, je comprends pas, je comprends pas. Et moi, je rentre dans la maison, je commence à mettre mes mains contre le mur et je sens que le père, il est bloqué dans la maison. Et je lui dis, mais votre père, il est bloqué, il y a un truc qui va pas là. Ben, elle me dit, je veux vendre la maison. Lui, déjà, il voulait pas vendre la maison parce qu'il n'avait pas fini la maison, donc le truc inachevé. Et en même temps de ça, il avait été incinéré, ils avaient mis les cendres dans le garage, ils avaient pas fait de rituel. Ok, donc je lui dis à la dame, il va falloir les cendres, les enlever du garage et faire un rituel. Donc il était en souffrance. Donc moi, Teletubbies Wonder Woman, je suis allée le libérer. On a fait des prières, des choses comme ça, où on a libéré cette âme. Mais elle était en souffrance, elle n'était pas méchante. Alors peut-être que ce sont mes vibrations à moi, parce qu'il y a des médiums où ils vous disent qu'ils voient des trucs dark, mais je remercie là-haut, non. Donc il y a des âmes en souffrance. Faut arrêter de mettre diaboliser tout, quoi. Et puis là-dedans, quoi. Question intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. 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 Alors moi, je pense que la plupart des âmes montent dans la lumière. Je pense qu'il n'y a pas de purgatoire. Je pense que c'est l'âme qui choisit de se faire son auto-procès. Par contre, ce que disent les guides, c'est que s'il est venu pour faire autant de mal, qu'il a été choisi pour faire ce mal, qu'il y avait une raison. Parce qu'il y a toujours du bon et du mauvais, malheureusement. Quand il remonte dans l'au-delà, il va faire son auto-procès et il va revenir après autant, ça va être un médecin humanitaire qui va sauver des millions de personnes. Souvent, moi je l'ai vécu dans des vies passées,
Je me suis vue au Moyen-Âge où j'ai failli être brûlée, je me suis brûlée plusieurs fois. Je pense, c'est mes convictions, qu'avant de passer par le côté lumineux, on passe par le côté sombre. Les gens qui sont des fois les plus grands magnétiseurs, les plus grands soignants. Moi, j'ai rencontré une dame qui aidait des gens dans le cancer, qui s'appelait Hilary, qui était une super magnétiseuse. Elle vous dit que quand elle a fait des régressions, elle s'est vue où elle était un bourreau, quoi. Donc, je pense qu'on est des fois obligé de passer par ce côté négatif. Et que si on passe par ce côté dark, c'est qu'on a des choses à comprendre et qu'on ne peut pas faire autrement. Question intéressante. Oui. 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 Non, en général, pour moi, quand on est très dark, on devient très lumineux. Oui, pour moi, oui. En fait, vous faites un autoprocès quand vous rentrez, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de purgatoire, ça c'est le côté religieux. Quand vous montez, l'âme va comprendre pourquoi elle était venue sur Terre. Elle va continuer à apprendre, évoluer, parce que quand on parle avec eux, des fois, ils vous montrent des grands bouquins, des sages et tout, et on comprend qu'on apprend encore. On le voit beaucoup dans nos solars, dans le deuxième. Et en fait, ils vont apprendre pourquoi ils ont fait ça, et ils vont travailler pour se racheter quelque part. Ok? C'est ma vision. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mmh. Ouais. Alors, moi, je peux vous parler de mon fils de 12 ans. Mon fils de 12 ans, il est médium comme moi. Il a une sagesse. Quand il est né, j'ai dit c'est Bouddha, celui-là. OK? Il fait des nuits toute la nuit où il hurle. Les nouvelles générations d'enfants, ils sont plus médiums que nous. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre le monde des défunts et le nôtre. C'est-à-dire que moi, il me sort des trucs de fou. Quand ma mère est décédée, il me dit, mamie, elle va décéder, mais pour lui, c'était une normalité, un truc de fou. Il a voulu venir aux obsèques, c'était normal. Ce que je disais à midi, nous allons voir à Nîmes, je suis désolée, le concert de Maître Gims, on est comme ça. On rentre dans la voiture, il me dit, maman, il y a le grand-père, le machin. Il m'a tout sorti. Ce sont des vieilles âmes, mais je pense qu'actuellement, il y a des vieilles âmes qui viennent sur Terre pour nous aider à évoluer plus vite. Ils sont plus évolués que nous. Le problème, ce qu'on disait aussi à midi, c'est que ce genre d'enfants, l'éducation nationale n'est pas prêt à les accueillir, n'est pas prêt à évoluer. Moi, je suis allée voir la directrice de l'école avec des livres sur les enfants hypersensibles, mais j'ai dit, paf, moi, le mien, il rentre dans aucun cadre. Aucun cadre. Parce que pour lui, apprendre, il faut que ça soit concret. Apprendre pour ne pas être concret, il ne comprend pas. Alors évidemment, actuellement, ils sont tous dysorthographiques, 10 de ma chaîne, 10 de ma chaîne, parce que ces enfants ne sont plus dans la matière. Ils n'arrivent plus à écrire. Moi, vous lui parlez de la mort, pour lui, c'est normal. Il est né à 5-6 ans, il me dit on prend un pendule, on fait les énergies, on prend les écritures. Pour lui, c'est normal en fait. Mais c'est nous qui sommes en retard. C'est nous qui sommes en retard. Alors, vous êtes des parents modernes, vous allez chercher, vous avez compris que votre enfant est hypersensible, mais tous les parents, si par exemple un enfant dit ben, j'ai le grand-père, mais tais-toi, il y en a qui vont les faire taire. Moi, j'ai eu des gamins qui sont venus me voir, j'avais un petit Enzo qui avait 6 ans, il faisait des cauchemars la nuit de fou, sa mère me l'amène. Je lui dis bon, tu as des super pouvoirs, toi tu es un super héros, il va falloir qu'on parle. Quoi. Et là, il me regarde, il me dit ben, je vois ma grand-mère, je vois ci, je vois mi, je vois là, machin. Donc, il me parle. On a parlé, je lui ai expliqué des trucs. Il a plus fait de cauchemars la nuit et tout s'est calmé, quoi. Mais il avait besoin d'en parler à quelqu'un, quoi. Moi, je reçois des enfants et un jour, je fais un soin à sa mère et comme mon fils avait sympathisé avec lui parce qu'ils étaient deux connectés, je fais le soin, le gamin va jouer avec mon fils, il revient dans ma table de soin, il me dit hey, tu l'as vu la grand-mère de maman, elle est à côté là. Je dis ben oui, je l'ai vu quoi. Mais pour lui c'était normal puisqu'il voyait la grand-mère décédée quoi. Mais comme on n'est pas préparé à ça et surtout on ne peut pas les formater ces enfants-là. Je suis désolée. Et comme on ne peut pas les formater, ils ne rentrent pas dans le moule. Ouais.
elle reprend ce que sa grand-mère inachevée n'a pas pu faire. Voilà, elle a le premier prénom et en fait, elle vient défendre ce que sa grand-mère n'a pas eu le temps de faire. Et il faut savoir, on le disait aussi encore à midi, que par exemple, si la grand-mère, moi je fais partie d'une famille de médiums. Ma grand-mère était médium, ma mère avait quelque chose, ma marraine est médium. Elle s'appelle Josiane. Dans mes prénoms, je m'appelle Sonia, Emmanuel, Josiane. Donc ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui est médium dans la famille, que votre enfant l'est, c'est décuplé. C'est-à-dire que le mec, il va vous sortir des trucs. Moi, je dis toujours à mon fils, tu vas être un médium de fou, toi. Tu vas être super fort, quoi. Parce qu'en fait, ils arrivent, eux, avec quelque chose où c'est normal, en fait, pour eux, tout simplement. Non, mais je pense que ça les intéresse, non? Ah, vous n'entendez pas? Mince, il n'y a qu'un micro? Ouais, je reprends la question. Allez-y. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Oui. En fait, ce qui explique le monsieur, c'est que enfant, vous m'entendez? Ce qui explique le monsieur, c'est qu'enfant, il avait des prémonitions où en fait, on venait le prévenir de situations pour en fait le protéger. Vous avez été protégé par quelqu'un dans l'au-delà qui vous donnait les infos pour pas que ça se passe. Ok? Donc en fait, si tu vois là, il faut savoir aussi dans ce que vous dites par rapport à votre enfant, c'est que l'enfant jusqu'à 7 ans, il est encore connecté avec l'au-delà avant d'être formaté. C'est-à-dire qu'après, on va être formaté, etc. S'il est vraiment médium, il va continuer sa médiumité. S'il est formaté, qu'il n'est pas réellement médium ou que ce n'est pas sa mission de vie, ça ne va pas forcément évoluer. C'est pour ça que je fais des ateliers pour aider les gens à développer ce qu'ils étaient déjà. Mais souvent, on se rend compte, on en parlait aussi, que par exemple, moi, j'ai toujours eu un lien avec la mort assez fort. Parce que quand j'étais enfant, mon oncle est mort à l'âge de 12 ans, j'ai rêvé de lui, j'ai vu l'accident et je savais 1 heure avant qu'il allait mourir. Moi, il est mort par contre. Et j'ai voulu dire que je l'aimais, je ne l'ai pas fait. Donc souvent, on est prévenu. Les enfants font des cauchemars la nuit où va se prévoir. Moi, j'ai déjà mon fils de 12 ans qui me fait des prémonitions sur ma vie. Des fois, j'ai dit un truc qui me dit « Ah, mais ça, je l'ai déjà vu, mais ça, il va se passer. » Et je fais « Oh, calme-toi. » Donc voilà, mais c'est normal. Enfant, on a plus, entre guillemets, de ce qu'on appelle de prémonition parce qu'on n'est pas formaté, quoi. Et puis, on vous bloque pas en vous disant « Non, mais tais-toi. Voilà, quoi. C'est pur encore, j'ai envie de te dire. Premier? D'accord. Ouais, donc vous avez un lien. Mais c'est aussi, on peut avoir ce qu'on appelle des guides accompagnateurs. Et souvent, les guides accompagnateurs, ce sont ce qu'on appelle des ancêtres qui viennent vous aider. Par exemple, moi, j'ai eu le cas la semaine dernière, j'ai eu un monsieur où son père ne s'est pas occupé de lui. Et quand il est arrivé en consultation, j'ai eu le grand-père paternel qui est venu en disant, je m'excuse des rapports que tu as avec ton père, mais moi, je suis là et je te protège parce que ton père ne fait pas son rôle, en fait. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, excusez-moi. Il y a deux choses. Soit on se dit qu'ils sont perdus, soit on se dit qu'ils vont nous sauver. Mais c'est nous, à parents, à les aider à évoluer. En discutant avec eux, en essayant de... Moi, j'ai envie de dire aux mamans, il faut aller manifester. Moi, je disais à midi, j'ai demandé à l'école de mon fils d'aller faire des groupes de parole, de méditation pour calmer les enfants. On m'a dit oui, mais on m'a jamais fait venir.
c'est nous qu'il va falloir aider à accompagner ces enfants. Voilà. Mais je pense que ce sont aussi des enfants qui vont sauver, qui vont. On est obligé de monter en conscience. On ne peut pas rester dans ces consciences-là. C'est ça. Mais on a par exemple des parents et tout, et eux, plus ça va, plus on n'arrive pas Je dirais pas ça. Parce qu'ils ont encore des vieilles croyances, des vieux tabous. Il y a des sujets avant, on ne pouvait pas parler. Moi, quand j'ai dit à ma mère, je quitte mon boulot de clerc notaire pour elle me dire, mais qui est quoi, la misère, n'importe quoi. J'en ai entendu déverser des pas mûrs, quoi. Mais il fallait faire la transition, mais ça a été hyper compliqué. Mais là, ce qu'on nous demande en ce moment, ce que disait François, c'est d'être solidaire. Et moi, j'ai toujours l'image où vous êtes des petites lumières. C'est-à-dire que si vous faites évoluer, vous faites évoluer. Si tout le monde fait évoluer, ben, tout le monde va évoluer, quoi. Ah oui, les énergies sont très compliquées. Là, il y a eu une pleine lune qui a bien décapé. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même des énergies. Et puis, on est beaucoup actuellement où on nous envoie des énergies de peur et de guerre. C'est costaud en ce moment. Je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Très intéressant. La dame devant avait une question, je crois. Je ne m'approche pas parce que sinon, ça va vibrer. Je peux un peu avancer. Ah non, tu vois. Je vais rester là. En fait, il y a un bon vortex énergétique. Allez-y. Oui. Oui. Normal. Et puis maintenant, je vois papy m'en avait décidé là-bas, je vois papy, tu ne vois pas, il est dans le coin là-bas. Et oui, en fait, elle voit les âmes décédées. Mais elle voit aussi ce qu'on appelle. Alors, ce qui est marrant, c'est que les enfants qui voient des âmes, souvent des âmes en souffrance, mais ils voient aussi des enfants. Mon fils, passé un moment, il avait une petite juive de 10 ans dans sa chambre qui n'était pas montée dans la lumière et que j'ai aidé à monter. Alors, elle est marrante, votre histoire, parce que mon fils a toujours fait des terrains nocturnes, donc je lui ai expliqué les bulles de lumière, j'ai mis des pierres de partout, j'ai mis de l'encens dans sa chambre, on fait des yogas, on a tout fait. Et alors, il y a un truc aussi qui marche bien, moi, ça commence à marcher, c'est de mettre un symbole assez fort. Je vous donne un exemple. Ma mère avait une vierge que j'ai récupérée quand elle est décédée. Je lui ai mis dans sa chambre, cette vierge, pour l'aider et monter les vibrations. Et ce qui est rigolo en plus, c'est que cette vierge, elle est phosphorescente. Donc, j'ai pensé à ma mère, je lui ai dit, tu te fous de moi, quoi, ta vierge, elle est phosphorescente. Donc, je l'ai mis dans la chambre, la vierge s'éclaire et mon fils dort beaucoup mieux. Donc, vous pouvez mettre aussi un symbole, alors une vierge, ce que vous voulez, un Bouddha, machin, selon vos croyances, mais des fois, ça peut aider aussi l'enfant. Après, je dis toujours aux gens, quand vous faites votre nettoyage de maison, vous assistez à la javel, pensez à nettoyer vos lieux énergétiquement. Comme disait monsieur tout à l'heure, il y a des vibrations bonnes ou mauvaises, mais normalement, vous devriez avoir du Palo Santo. Bon, la stoge, moi, je trouve que ça pue. Voilà, mais Palo Santo, voilà, quand elle fait des cauchemars comme ça, vous nettoyez la chambre et vous ouvrez les fenêtres et vous faites partir tous ces amérantes. Et puis, vous pouvez leur dire, moi, je l'ai déjà fait, vous les foutez la paix, quoi. Merci. Non, il faut lui expliquer qu'elle a des super pouvoirs et que comme elle a des super pouvoirs, elle ressent des choses et lui expliquer tout ça. Vous avez maintenant sur Internet ce qu'on appelle le pingouin zen où il y a des méditations. Vous trouvez sur Internet aussi des méditations de bulles de lumière, d'ancrage. On trouve pas mal de choses. Vous pouvez peut-être l'initier déjà à ça et puis surtout lui dire, ben, tu en parles qu'à mamie, mais quand tu as besoin d'en parler, vous avez un super rôle à jouer. Elle vous demande de l'aider dans cette voie spirituelle et c'est votre rôle à vous. Elle va peut-être moins le faire avec ses parents, quoi. Ils ont un âge, à un moment donné, moi le mien me posait des questions sur être enterré, pas enterré, machin. C'est normal, ils ont un moment où ils se posent des questions. Vous avez plein de livres sur la mort. Là, je parlais à midi de Ida Piomo, avec qui je bosse, où j'ai écrit la préface du livre, où elle parle de la mort autrement aux enfants. Elle parle de l'enveloppe corporelle, de la conscience, de l'inconscient, etc.
Vous avez aussi Charbonnier, on en parlait. Il y a plein de livres qui peuvent expliquer la mort autrement, puisque la mort est un nouveau voyage, pas une fin. D'accord. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, 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 elle est en train de monter les consciences. Laissez-la, cette petite. Hein. Voilà. Voilà. Par contre, il faut lui dire, tu peux peut-être pas en parler à ta maîtresse. Si elle n'est pas ouverte, elle va dire, il faut aller voir le pédopsychiatre qui va vous coûter très cher. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et des fois, ils essaient de communiquer avec nous directement. C'est pour ça qu'on a mal. Alors, quand vous avez mal aux oreilles, je vais faire une formation là, je crois. Quand vous avez mal aux oreilles, c'est-à-dire que vous êtes en train de monter des paliers vibratoires. Donc, c'est le truc qui fait chut. Et quand ça commence à monter, ça veut dire qu'il veut communiquer avec vous. Ok. Quand on parle de clairvoyance, c'est-à-dire qu'on les voit comme s'il y avait une bâche entre eux et nous, on peut avoir un détail. Quand on dit les entendre, on parle de clair ressenti. C'est une voix qu'on entend à l'intérieur de nous. Un exemple, je suis en voiture, je vais à gauche ou à droite? Gauche. Je sais pas pourquoi je vais à gauche, je fais ça. Ok. On parle de clair ressenti. Au plus vous allez monter vibratoirement, au plus vous allez calmer le mental, au plus vous allez capter haut. Ok. Donc, on essaie de communiquer avec vous. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Oui. Vous êtes solaire, je vous ai dit que vous pouvez me poser des questions. Pas de commentaires, je suis féministe, faites gaffe. Hein. Allez. Et j'ai mis ma ceinture de sécurité une demi-seconde après le choc. Si j'avais pas eu ma ceinture, je serais morte. Et du coup, là, c'est quoi Alors, j'ai pas de tableau là, je vous aurais fait un super schéma, un beau triangle que je fais en formation. Il y a ce qu'on appelle différents paliers vibratoires. Nous avons, alors vous imaginez un grand triangle, nous avons ce que nous avons en bas du bas astral, c'est-à-dire des âmes en souffrance. Nous avons après les défunts qui sont montés dans la lumière. Après les défunts, nous avons les guides. Les guides, ce sont des personnes humaines qui sont venues sur Terre, qui ont réussi toute leur vie et qui ne vont plus se réincarner. Et après les guides, vous avez les anges. Les anges ne sont jamais réincarnés sur Terre. Après les anges, vous en avez encore. En fait, ça dépend à quel niveau vibratoire vous êtes. Au début, moi, je faisais des cauchemars comme la petite fille parce que je voyais des âmes en souffrance. Après, j'ai entendu des défunts à la lumière et après, j'ai communiqué avec des guides. C'est pour ça qu'en médiumnité, on ne parle pas de voyance, mais on parle de guidance. OK? Quand vous parlez avec vos guides, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des guides accompagnateurs. Le guide accompagnateur, c'est par exemple la grand-mère que vous n'avez pas connue qui va être un guide pour vous accompagner dans votre mission de vie. Voilà la différence. Ça dépend où vous vous statuez au niveau vibration. OK. Alors, c'est comme en politique. Il y a le Premier ministre, la police, machin, etc. Ils travaillent tous en adéquation. C'est-à-dire que vous allez avoir le guide, le défunt décédé, l'ange, le maître ascensionné, l'archange, etc., etc., etc. Et à partir de là, ils travaillent tous ensemble. Et à partir de là, ils vous aident, tout simplement. Mais si vous avez cette foi spirituelle, évidemment. Parce qu'on vous dit toujours, les gens me disent, alors au début, moi j'ai eu du mal avec les guides, hein, parce que les défunts, on les voit. On les sent, on sait, il était moustachu, il était comme ça, il est mort de ça. Il y a un côté matériel terrestre qui est simple pour nous. Quand on parle de guide ou d'ange, on est plutôt dans des effets de lumière, de vibration beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que quand je parle avec un défunt, je vais avoir des douleurs. Il est mort d'un cancer, il s'est suicidé, patin couffin. Quand je parle avec un guide, je peux faire ce qu'on appelle un marathon parce que ce sont des êtres de lumière et l'énergie est beaucoup plus haute et beaucoup plus forte. Ok. Mais vous pouvez avoir. Mon oncle est devenu un guide accompagnateur. Il m'a suivi, il a été l'éveil de ma médiumnité. Vous pouvez avoir tout ça. Mais ce qu'on vous dit souvent, ce que je dis souvent en atelier, si vous ne parlez pas à vos guides et que vous n'y croyez pas, ils ne vont pas venir vous voir parce que vous avez votre libre arbitre. Le guide, comme dirait le monsieur, c'est quand, par exemple, vous êtes énervé face à une situation et que vous attendez. Calme-toi, sois patiente, calme-toi. La fille dit, mais il est sympa, lui, mais bon, voilà. Donc, ça va être plutôt des choses comme ça. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous de l'aide de l'invisible. Mais des fois, on vit des situations qu'on est obligé de vivre pour notre évolution, qui sont des fois pas justes. Mais je dirais, ce que disait tout à l'heure François, qui est intéressant,
c'est de se dire, en fait, je vis cette situation, au lieu de se dire, je suis le mal-aimé ou le petit vilain petit canard, c'est plutôt de se dire, je vis cette situation, qu'est-ce que je dois comprendre et analyser. OK? Je crois qu'on va faire la pause là, non? Ou il y a de... C'est bon? C'est bon, on est bon? Je vois le micro là, tac, tac, tac. OK. Je vous remercie pour vos questions.